L'eau, cette eau qui était de l'or, glissait sans bruit entre les quinconces d'oliviers. De place en place, un cerisier étalait son feuillage vert pâle, ou montrait son bois lisse et luisant. Parfois, un clapotement dans les carrés troublait le silence sonore de la campagne. C'était un crapaud qu'attirait cette odeur d'eau fraîche. À mesure que l'eau se rapprochait, un bruit sec s'élevait, un crépitement de feu qui prend le chuintement que fait le ventre d'un reptile sur l'herbe. On ne savait au juste. Et c'était la terre assoiffée qui buvait avec avidité. L'eau elle-même limpide et transparente, on ne la voyait pas. Il n'y avait que de larges nappes d'humidité noire. De plusieurs points de vue, du haut des terres, des pentes du plateau, des champs en contrebas, les autres cultivateurs de Bniboublen apercevaient le groupe. Ils pouvaient le surveiller à distance, sans avoir à bouger ou à se montrer. Bochnak, Kara-Ali, Ben Youb se dirent-ils, tiens, ils causent depuis au moins 1 heure. Faut-il que ce soit sérieux, ce qu'ils se racontent? Faut-il croire qu'ils ont du temps à en revendre? Pas Ben Youb quand même. Celui-là, il a son tour d'eau aujourd'hui. Pour les deux autres, évidemment. La vérité, on comprend pas. Mais je serais curieux, tiens, je serais curieux. C'est ce que pensait Baba, qui s'arrêta de piocher entre les rochers un arpent de terre. Tout en se préparant à recevoir l'eau après Ben Youb, il se disait « Je serais curieux de savoir de quoi il retourne là-bas, foi d'honnête homme. Tiens, j'irai sur la tête d'El Alia. » Quittant alors son observatoire, il s'en vint de ce côté. Ce fut d'abord de loin qu'il leur cria « Salam, homme. Ça va comme vous le souhaitez, en bavarde ?» Salam et bénédiction, répondirent-ils, les 3 hommes ensemble qui considèrent le nouveau venu. Et Baba s'approcha. Puis ce fut au tour d'Aïssi. Allah vous vienne en aide. Bénis soient tes pères et mères, firent les 3 cultivateurs. Ben Youb lança à celui qui venait de les rejoindre. Salut, voisin Goutsi. Tu es en vie ou quoi? Il y a une éternité qu'on ne t'a vu. Nous sommes pris dans la houle de l'existence. Les 2 autres cultivateurs arrivèrent encore. C'étaient les voisins Belkacem Nadjar et Mohammed. Bniboublen le haut au grand complet. Ben Youb se baissa à cet instant et ramassa une poignée de terre dans un sillon. Il montra dans sa paume cette poudre brune aux 2 autres. Il la présenta d'un geste circulaire. À mi-voix, avec un accent de gravité plein de tristesse, il prononça. Un jour viendra où nos enfants nous demanderont des comptes terribles. Ils se lèveront pour nous maudire. J'entrevois l'avenir. Je vois mes petits-fils justement hérités, chargés d'anathème la mémoire de leur aïeul. Je les vois s'avancer vers moi. Et que disent-ils? Dieu Tout-Puissant. Une vision d'horreur parut accabler l'âme du vieillard qui médita. Si vous abandonnez votre terre, reprit-il sourdement, vos enfants,
vos petits-enfants et arrière-petits-enfants, jusqu'à la dernière génération, vous demanderont des comptes. Vous n'aurez point mérité d'eux, de votre pays, de l'avenir. Et disait cela devant tous les cultivateurs de bliboublène rassemblés. Ne sommes-nous pas comme des étrangers dans notre pays? Par Dieu, mes voisins, je vous le dis, je dis les choses comme je le pense. On croirait que c'est nous les étrangers, et les étrangers, les vrais gens, devenus les maîtres de tout. Ils veulent devenir du coup nos maîtres aussi. Égorger des richesses notre sol, ils se font un devoir de nous haïr. Naturellement, ils savent cultiver, pour ça, ils le savent bien. N'empêche que ces terres sont toutes à nous. Travailler avec l'arère, ou même pas travailler du tout, elle nous a été élevée, elles nous ont été enlevées. Maintenant, avec elles, avec notre propre terre, ils nous étouffent. Ne croyez-vous pas qu'on est tous encagés, comme dans une prison, pris à la gorge? On ne peut plus respirer, frère. On ne peut plus. Ben Youb, un homme vrai. C'était à présent un vieillard. Mais nul ici ne pouvait nier qu'il fut toute sa vie, qu'il restait encore un homme. Vaillant et courageux, ayant son franc-parler, le cœur droit. Il était sec, il était dur. Ben Youm avait une farouche figure des haïdouks. C'était sans doute un koulougli. Ses longues moustaches blanches retombaient avec un fléchissement de longes de fouet. Un haïdouk devenu paysan, mais qui, l'occasion aidant, recouvrait toutes ses allures de guerrier. De ce guerrier qui sommeillait en lui, sous la peau. Il travaillait encore beaucoup. Il était de ceux qui se dessèchent à force de travail. Rien ne l'empêchait de dire ce qu'il avait à dire. Il ne pouvait taire le mal qu'il voyait quelque part. Par tous les temps, sur les champs, on le reconnaissait de loin, à la large ceinture rouge, tissée au métier, dont il s'entourait plusieurs fois la taille, emprisonnant le haut de sa culotte bouffante et les basques de son caftan gris-bleu. Il sortait, parcourait les cultures, s'adonnait à la besogne selon la vieille coutume, tous les jours de la semaine. À peine observait-il une petite pause de quelques instants, le vendredi à l'heure du dhur. Ben Youm examina l'un après l'autre ses voisins, qui se taisaient. Ses yeux ne contenaient plus le rire qui s'y allumait tout à l'heure en étincelles pétillantes. Celui d'entre vous qui peut respirer encore, questionna-t-il, qu'il le dise ici, qui peut encore respirer? Son regard fit le tour de la compagnie avec son interrogation. Aucun des hommes ne desserra les dents. Devenant sombre, Ben Youb dit alors: Ah, tous les jours, il nous enlève un lambeau de notre propre chair. À la place, il ne demeure qu'une profonde plaie d'où coule notre vie. Ils nous font mourir à petit feu, veine par veine. Mes voisins, tuez-vous à la tâche plutôt que de céder vos terres. Ne les abandonnez. Mourrez plutôt que d'en lâcher un seul pouce. Si vous abandonnez votre terre, elle vous abandonnera. Vous resterez, vous et vos enfants, misérables toute votre vie. Ainsi s'exprima Ben Youb en cette fin de journée. Les cultivateurs se séparèrent en emportant dans le cœur une lourde inquiétude. Kara ne perdit pas un mot de cette adjuration.
En regagnant chacun sa terre en tête-à-tête avec eux-mêmes, ils repensèrent aux paroles de Ben Youb. Ils se rappelèrent aussi ce qu'il leur avait dit tout dernièrement. Ce n'est pas une vie que la nôtre. La vie que nous menons depuis nos plus lointains ancêtres n'est plus une vie. Nous nous ennuyons, nous n'avons plus la force de vivre. Nos parents, nos grands-parents, les parents de nos grands-parents avaient tous des devoirs. Pour eux, la vie ne pouvait se passer de devoirs. Ce que nous savons d'eux, ce qui nous est parvenu de leur temps, la manière dont ils comprenaient l'existence, me fait dire ça. Précisément, la conscience de ces devoirs avait fait d'eux-mêmes des hommes, alors que nous n'avons pas mieux trouvé que de nous libérer des nôtres. Comme les bêtes, nous mangeons, et nous pensons à rien. Il n'y a plus de devoirs. Nous sommes des hommes qui n'ont plus de tâches à accomplir. Notre vie nous semble inutile. Nos actes nous paraissent inutiles. Nous nous promenons, inutiles nous-mêmes, sur cette terre. Nous ne trouvons aucune joie dans nos travaux, qui sont devenus des travaux anciens. Pas de joie avec nos amitiés, pas de joie dans les paroles que nous échangeons avec nos semblables, pas de joie à voir grandir nos enfants, pas de joie à voir nos biens fructifier. C'est bien le signe qu'il nous faut des tâches nouvelles. Nous vivons et agissons uniquement par nécessité, pour ne laisser la flamme s'éteindre. Et en attendant des jours meilleurs, la vie reviendra avec sa joie quand nous aurons découvert de nouveaux travaux à accomplir. Avait-il raison? Avait-il tort, le voisin Ben Youb? L'existence se chargera de nous l'apprendre, songeaient les cultivateurs au cours de cette soirée paisible. Quelques jours passèrent, et n'y tenant plus, Aïssi, Bochnak, Hamet et Nedjar allèrent ensemble voir Ben Youb. Cite-nous, ne serait-ce qu'un seul de ces nouveaux travaux dont tu nous as tant parlé, lui demandèrent-ils. Eh bien, voyons. Par exemple, la grande majorité de nos paysans creusent la terre à 1 pouce de profondeur. Il faudrait désormais qu'ils labourent à une coudée. Le regard de Ben Youb se posa sur les 4 hommes. Me comprenez-vous maintenant? Va, et encore, opina Mohammed. C'est tout? Ah, fit Mohammed, oh. Bochnak fit remarquer. Ce que tu dis là, je le pense aussi. Mais moi, je le dis pour tout le monde. Et pour tout, reprit Ben Youb. Alors, comme ça, il faut que nous nous mettions tous à creuser des sillons d'une coudée de profondeur? Oui, une coudée. Il faut des hommes nouveaux pour le faire, fit remarquer encore Bochnak. Il n'y a que des hommes nouveaux, en effet, qui comprendraient ça, convint Nedjar. Est-ce que nous avons ces nouveaux hommes? Dis-moi, les avons-nous? Observa Aïssi, qui n'avait pas à prononcer un seul mot jusque-là. Nous les avons peut-être pas, hasarda Ben Youb, mais peut-être les avons-nous. As-tu bien regardé autour de toi pour savoir s'il n'y en a pas? Si j'ai regardé autour de moi, regardons en nous et autour de nous, et sans doute découvrirons nous-mêmes des hommes qui étonneront le monde et nous-mêmes. Ben Youb réfléchit un peu et ajouta, pour ça je dis, désormais, creusons des sillons d'une coudée de profondeur. À cet instant, Bochnak se mit à dire,
notre vie se fait de jour en jour plus riche en phénomènes divers et inhabituels. Nous sommes, nous, les témoins d'une époque nouvelle. Et nous ne sommes peut-être pas seulement des témoins, nous avons même sûrement une part directe dans ces phénomènes. Nous, et enfin le monde, enfin, au fond, tout cela revient au même. L'homme d'aujourd'hui pense bien qu'il ne sait exprimer, commenta Mohamed. L'homme algérien pense beaucoup en ce moment. Et que va-t-il sortir de tout cela? Rien de mal, j'espère. Du bien, voisin Mohamed. Rien que du bien, crois-moi, répliqua Ben Youp. L'âme très vaste de notre pays est ébranlée, assura Mohamed. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.